Bien, bonjour à tous et bienvenue donc pour cette table ronde dédiée à la guerre hybride, au vaste sujet de l'hybridité. Alors je voulais tout de suite vous préciser qu'il n'y a pas d'erreur sur le programme. Simplement, le modérateur a changé. Donc, je ne suis pas celui que vous attendiez peut-être, mais je vois que la FMES a été extrêmement réactive puisqu'elle a mis à jour la planche que vous avez sous les yeux. Donc, j'ai le plaisir d'introduire les débats sur la guerre hybride, de gérer le temps de façon à ce que vous puissiez... comme le font mes étudiants à la Sorbonne, vous puissiez vous impliquer, montrer votre pleine implication en posant des questions, et puis faire intervenir les trois intervenants que je vais présenter un petit peu plus tard au cours de cette table ronde. Voilà, donc on a 1h30 pour aborder cet immense sujet. Je vais faire un chapeau général et puis ensuite on viendra on va resserrer l'angle et puis venir sur des approches un peu concrètes. Donc déjà, le thème général, c'est celui de l'hybridité. Il est en soi très vaste. Il fait l'objet d'une littérature assez importante. Mais on a vraiment besoin de repères. Je vois que vous êtes très nombreux dans cette salle. Donc ça veut dire déjà en soi que le sujet intéresse. Et on va essayer de satisfaire votre appétit. Il faut resituer cette guerre hybride dans le contexte géopolitique. Je ne vais pas être très long là-dessus, parce que je pense que la première journée des conférences de la FMES a été assez éloquent à cet égard. L'amiral Vendier vient également de l'évoquer, ce contexte général dans lequel nous sommes. Et puis en plus, nous en France, nous avons la chance d'avoir une revue stratégique qui vient d'être réactualisée et qui décrit largement ce contexte, qui est celui d'une brutalisation des relations internationales, d'une contestation du droit international par les puissances émergentes qui disent c'était votre droit, moi le mien c'est plus le même, et puis le fait accompli, c'est-à-dire une succession de surprises et puis d'établissement d'un rapport de force, et puis une compétition stratégique exacerbée à laquelle on assiste aujourd'hui et qui est d'une nature déstabilisante, particulièrement pour nos démocraties. Donc ça, c'est le contexte général, et ça fait émerger, et je dirais réémerger, cette notion qui n'est pas nouvelle, qui est l'hybridité. Voilà, donc à quoi on pense? On pense à plein de choses que vous avez en tête. C'est des actions, d'abord des actions clandestines, mais c'est la guerre secrète, il n'y a rien de nouveau là-dessus. C'est des attaques sur les systèmes informatiques, c'est des migrants aux frontières, c'est plein de choses. Donc finalement, qu'est-ce que la guerre hybride? C'est quoi exactement? Alors, je vais vous dire d'abord ce que ça n'est pas, pour qu'on ait les idées claires. Ce que ça n'est pas, c'est une agression au sens où la communauté internationale la définit. Et en particulier la résolution 3314 de l'ONU, qui définit l'agression comme une utilisation de la force armée par un État contre la souveraineté, l'inviolabilité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État. Voilà, donc ça n'est pas ça. Mais en revanche, ce qu'est maintenant la confrontation hybride, en fait, c'est une stratégie de conflit, on est bien dans le domaine de la conflictualité, qui combine à la fois des manœuvres conventionnelles et puis des modes d'action non conventionnels. C'est ceux qu'on va essayer de voir avec les intervenants. Donc c'est tout ce qu'on peut imaginer, mais on va le développer plus loin. Donc on est avec l'hybridité dans le cadre d'une... et ça c'est une définition qui est assez communément admise. Une attaque hybride, c'est une attaque c'est un acte hostile en fait, qui est sous le seuil d'une riposte, et d'une riposte, en tout cas d'une riposte militaire, qui est non revendiquée, comme les actions clandestines, et puis surtout qui est difficilement attribuable. Voilà. Et donc c'est un élément de la stratégie indirecte. Et la stratégie indirecte, c'est quoi? C'est simplement... donc la stratégie indirecte, c'est quelque chose qui a pour but de faire baisser le coût de la guerre. La dissuasion nucléaire, le droit international, des choses qui ont été mises en place pour élever le coût d'une agression, en fait, sont contournées par ces modes d'action hybrides, non attribuables. Et puis finalement, ils brouillent, et c'est leur objectif, la frontière entre la guerre et la paix.
Et voilà. Et enfin, donc pour l'hybridité, terminer là-dessus, je laisserai la parole à quelqu'un qui s'appelle Valérie Gerasimov, qui a écrit en 2013 un article sur sa vision de l'hybridité. Je le cite, et il dit la guerre hybride doit cibler systématiquement la population en manipulant ses perceptions pour créer un climat de trouble et d'agitation permanente. Donc Valéry Gerasimov est chef d'état-major des armées russes depuis 2012, il est toujours en poste. On se demande un peu pourquoi, mais enfin il est toujours en poste. Et on a appelé ça un peu la doctrine Gerasimov, en fait à tort, parce qu'en fait avant lui il y avait eu le général Matisse, un prédécesseur de l'amiral Vendier dans des fonctions de commandant suprême de la transformation, qui avait dans les années 2000 aussi théorisé ce type de conflictualité. Voilà, donc pour répondre aux enjeux, on est bien dans le champ de la conflictualité. Vous savez que le champ de la conflictualité, il s'intéresse au milieu. Il travaille par milieu, le milieu terrestre, aérien, maritime. Et la doctrine militaire française, appelée multimilieu, multichamp, définit en fait 7 milieux en fait. Donc les milieux traditionnels, terre-mer. Elle y a rajouté, il y a pas mal de temps déjà, le milieu cyber et le milieu de l'espace exo-atmosphérique. Et puis, on rajoute aujourd'hui l'espace électromagnétique. C'est encore un champ physique, mais même s'il est immatériel. Et puis l'espace de informationnel, lui qui est purement de nature cognitive. En fait, l'espace informationnel, c'est le plus ancien. C'est celui sur lequel on agit. C'est dans la bataille des perceptions pour imposer sa volonté à l'autre. C'est le but de la guerre. C'est dans l'espace informationnel. Si on peut y arriver sans combattre, c'est encore mieux. Et Sun Tzu le disait il y a très longtemps. Et donc, on va, pour resserrer le sujet, on va être dans ces deux espaces aujourd'hui, que sont le cyber et puis l'espace maritime, plus particulièrement les grands fonds marins. Qui sont des espaces communs, puisqu'ils ont la caractéristique des espaces communs, c'est-à-dire des espaces qui sont un peu qui sont à tout le monde et à personne, dans lesquels on peut se cacher, et du coup particulièrement propices à ce genre d'agression hybride que j'ai essayé de vous décrire. On pense bien sûr au sabotage des gazoducs, aux espionnages sur les câbles, comme le faisaient les Américains pendant la guerre froide, il est très bien raconté dans un livre de deux journalistes américains à la fin des années 90 qui s'appelle Blind Man's Bluff, qui est fabuleux parce qu'il dévoile tous les secrets de la guerre secrète américaine. Et donc on va essayer de progresser là-dedans. Voilà, donc j'ai assez parlé pour introduire longuement nos intervenants, à qui je vais donner la parole. Donc je vous présente tout d'abord Hugues Foulon, qui est CEO d'Orange Cyberdéfense. Hugues Foulon est un professionnel reconnu de la cybersécurité. Il a occupé auparavant des postes clés au sein de Veolia, Monaco Télécom et Orange. Et il y a développé de solides compétences également en gestion financière et en stratégie. Il est directeur donc exécutif et CEO d'Orange Cyberdéfense. Et donc merci d'être avec nous. Daniel, alors dans l'ordre, peut-être pour rester dans le domaine cyber, Régis Quentin, à ma droite, responsable cyberdéfense de Thales, a été 26 ans dans le ministère des Armées où nous sommes côtoyés, mais aussi à l'ANSSI. Il a une grande expérience dans la prise en compte des réglementations cyber pour les programmes de défense et interministériels. Et il est chez Thales, donc nouvelle carrière depuis 2020, dans la branche solutions de cyber souveraine. Et vous êtes plus particulièrement impliqué sur les projets de cyberdéfense, principalement à destination du ministère des Armées. Et puis enfin Daniel Skurzik, donc XAIL, donc une entreprise bien connue dans l'aire toulonnaise, mais bien au-delà évidemment. Il a été vice-président grand programme dans l'organisation précédente, après avoir dirigé une filiale export. Il a occupé diverses fonctions en robotique et en développement commercial. Il est aujourd'hui directeur de la stratégie du pôle maritime d'XAIL depuis 2023. Donc merci également d'être ici. Et alors on va organiser notre temps en deux parties. La première, on va essayer d'aborder
les menaces. Quelles sont ces menaces que j'ai essayé de décrire de façon très générique. Et puis la deuxième partie sera dédiée aux réponses. Quelles réponses peut-on apporter en tant qu'opérateur privé? Qu'est-ce qu'on attend des autres, etc. Et donc pour ce premier tour de table, ce panorama de la menace, si je puis dire, on va bien être dans le domaine on appelle ça souvent la sécurité. Je rappelle que la sécurité, c'est en général admis comme quelque chose qui lutte contre les risques non intentionnels. Là, on est plutôt clairement dans le domaine de la sûreté, c'est-à-dire la lutte contre les menaces, c'est-à-dire les risques intentionnels, mais parfois les deux se mélangent, donc on ne va pas être trop académique non plus. Et je vais commencer par vous poser des questions, donc, en commençant par Hugues Foulon. Donc, pour ces menaces, dans votre domaine d'action, quelle est votre lecture des... J'utiliserai pas le terme de stratégie hybride, mais plutôt des modes d'action hybride ou de cette guerre hybride que vous pouvez voir dans votre domaine, menée par des adversaires soit étatiques, soit non étatiques. Voilà, en gros, quels sont les risques identifiés dans votre domaine? Et je demanderai à chacun des intervenants de répondre à la même question. Merci. Merci. Bonjour à tous. Déjà, pour commencer... Qu'est-ce qu'Orange fait dans ce type d'événement et pourquoi est-ce qu'Orange est présent quand on voit Orange à travers l'opérateur national qui fournit des services de télécom, mobile ou fibre. En fait, Orange, c'est bien plus que ça. On est un opérateur pan-européen et pan-africain. On est dans 8 pays en Europe, dont 4 pays limitrophes de l'Ukraine. On est présent dans 18 pays en Afrique, dont 2 pays limitrophes d'Israël. Et bien sûr, dans un certain nombre de pays bordant la Méditerranée. Donc, tous les enjeux stratégiques et tous les enjeux qu'on vient d'évoquer de type d'évolution de la menace sont des sujets qui nous concernent en tant qu'opérateur. Moi, en vous écoutant, je me pose la question suivante, sans avoir forcément la réponse, mais peut-être qu'avec les différents intervenants, on essaiera de s'en rapprocher. C'est est-ce que le terme guerre hybride est vraiment le plus approprié? Est-ce qu'aujourd'hui, une guerre peut ne pas être hybride? Voilà. Est-ce que c'est pas la guerre tout court qu'on voit aujourd'hui et qui se caractérise par quelque chose qui ne se déclare pas, qui est en évolution permanente, qui est sous le seuil. Je ne sais pas si vous avez vu, notamment pour les plus jeunes d'entre vous, plutôt dans le fond de la salle, si vous avez vu la série Undeclared War sur Canal+, mais c'est un bon exemple de combinaison de déclaration de la Russie, enfin de non-déclaration d'une agression russe sur l'Angleterre, avec un mélange de désinformation massive et d'attaques cyber très ciblées. Voilà, et donc c'est juste, c'est romancé bien sûr, mais c'est une bonne illustration du type de menace qu'on a aujourd'hui. Il faut avoir conscience qu'avec l'émergence, et pour les plus jeunes d'entre vous, l'émergence des réseaux sociaux sont à l'origine de 70% des crises. Voilà. Et donc l'information, la divulgation, les bots, les influences, les contre-influences, et d'ailleurs il y a des outils pour ça, il y a des entreprises qui se spécialisent dans ça pour pouvoir traquer et contrer éventuellement, ou contre-influencer ces différentes campagnes. Si on voit les cas récents, ce qui s'est passé avant l'été dans le conflit entre l'Inde et le Pakistan en est un exemple, et il y a peut-être des plus grands spécialistes que moi de Naval Group dans la salle. Ce qui s'est passé aussi pour Naval Group, pardon, et pour ce qui s'est passé au Pakistan, excusez-moi pour la confusion. Et puis moi, il y a quelque chose qui m'a personnellement très marqué en tant qu'opérateur télécom, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le blackout en Espagne au mois d'avril dernier. Donc un lundi matin à 11h30, il n'y a plus d'électricité en Espagne. Orange est opérateur en Espagne, donc avec un risque de perte de signal. Très rapidement, on perd 50% du réseau mobile en Espagne, parce que toutes les stations n'ont pas des batteries et ne durent pas très longtemps. Quand il n'y a plus d'électricité dans notre vie moderne, tout s'arrête. Les télécoms, vous ne pouvez plus vivre, vous ne pouvez plus vous transporter, ou quasiment tout. Et donc je rentrais en comité exécutif et ma patronne, Christelle Edman, me demande « Hugues, c'est quoi ?» Eh ben, j'étais bien incapable de le dire. Et donc le premier enjeu, c'est de qualifier l'événement. Est-ce que c'était une crise? Est-ce que c'était une attaque? Est-ce que c'était une crise suivie d'une attaque? Et donc, dans l'immédiateté, et donc nos réactions en tant qu'opérateur, mais c'est vrai dans tous les types d'activités, la première responsabilité, ce qu'on doit faire, c'est qualifier ce qui nous arrive.
Et je vous promets, ça paraît bête, hein, je vous promets que c'est pas toujours facile. Hein. En l'occurrence, c'était une crise technique et non pas une crise cyber, et c'était pas une attaque, même si 20 minutes après, il y avait une campagne de presse massive avec des news sur CNN, avec des citations de Ursula von der Leyen en disant que c'était une attaque cyber massive russe vis-à-vis de toutes les infrastructures européennes. Voilà. Et donc, ma patronne rentre en comité exécutif et elle me dit « tu vois, c'est une cyberattaque ». Eh bien non. Donc, on est face à ce type de menace qui est protéiforme, avec des gens extrêmement perfectionnés. Donc si vous imaginez, je ne sais pas qui était l'auteur de ces deepfakes, mais avec des gens qui en quelques dizaines de minutes réagissent et créent sur la crise une attaque informationnelle. Voilà. Et donc là, on avait les deux. Et donc c'est vraiment ça qui est en jeu aujourd'hui devant les différentes campagnes de désinformation que l'on peut voir, de manipulation de l'information, qui sont combinées, ils sont liés à des crises cyber de toute nature. Et je ne vais pas vous faire l'article parce que je pense que vous le connaissez déjà, avec des frontières de plus en plus ténues entre les États qui attaquent, les cybercriminels, qui sont souvent, et notamment les Russes, mais aussi les Chinois, avec des frontières assez fines entre les deux catégories. Et puis de plus en plus, et on a vu une accélération de ça ces dernières années, et ça a été particulièrement marquant depuis le 7 octobre 2023, à travers l'activisme, hein, avec un H, et donc avec des gens à travers des fils Telegram qui se retrouvent de façon conjoncturelle, qui ne se connaissent pas et qui viennent du Pakistan, d'Indonésie, d'Iran, peu importe, et qui se trouvent des cibles communes. Voilà. Et donc il y a une convergence d'intérêts qui sont conjoncturels et qui vont cibler un opérateur, un acteur. Et par exemple, ça a touché particulièrement, et un exemple assez connu qui est toutes les applications de sécurité israéliennes qui disent aux populations quand est-ce qu'ils doivent se protéger et rentrer dans les abris s'il y a des missiles qui sont identifiés. Et ben, ces systèmes-là ont été hackés par les activistes pour empêcher la population israélienne de se protéger correctement. Voilà, donc on voit que c'est une troisième typologie de menaces et d'attaques qui est en plus en plus développée. Et ça peut être des gens, bien sûr, qui ne se connaissent pas, qui ne se connaîtront pas et qui disparaissent et s'évaporent juste après que l'attaque a été commise. Merci beaucoup. Sans transition. Bonjour à tous. Alors, j'écoutais Hugues et j'étais en train de me dire que toutes les notes que j'avais prises, il va falloir que je les revoie, mais je vais essayer quand même de m'y raccrocher. En fait, alors je vais vous faire profiter aussi un peu de mon expérience. On parle beaucoup du cyberespace aujourd'hui, comme un milieu transverse aux autres milieux qui ont été cités, avec un environnement informationnel avec lequel il interagit, un environnement électromagnétique. Mais il faut voir l'évolution du cyberespace depuis maintenant plus de 20 ans, parce qu'on ne parlait pas de cyberespace. Hein, pour les plus anciens, j'étais en train de me dire, dans la salle, là, on prenait la moitié, on avait un autocommutateur téléphonique, on avait des liaisons qui étaient assez sécurisées, parce que c'était du point à point. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On parle de l'IP, on parle je pense que c'est un constat partagé d'une société de plus en plus numérique. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire un accès par tout individu, justement, à ces moyens un petit peu de communication, des applications. Donc, si on reprend le cyberespace, hein, je vais passer dans l'ordre par le haut. Donc, une couche informationnelle qui est au contact de tous, une couche un peu logique où on va avoir des applications pour traiter de la donnée, pour visualiser de la donnée, avec des données techniques mais aussi des informations qui sont compréhensibles par l'être humain. Et puis on va descendre dans les couches avec des objets physiques qui, si pareil on reprend un peu l'évolution, vont être capables de stocker des données en masse. Pour les plus anciens qui ont connu la disquette 3 pouces où on mettait 1 méga, aujourd'hui on a des disques durs, voire des clés USB, on parle de giga, téraoctets. C'est quand même énorme, l'écart, et tout ça en 20 ans. On va avoir donc une densité de ces données de plus en plus importante. Une évolution du cyberespace, c'est-à-dire que aujourd'hui, le cyberespace, comme je le disais, il touche tout le monde et il continue. On va parler de connectivité IP, mais on parle aussi de connectivité radio. Donc tout le monde aujourd'hui, je pense que dans tous les véhicules quasiment qui sortent, il y a une connectivité permanente via lien radio, avec du logiciel dans le véhicule. Hein. On parle
software véhicule, defined vehicle. On va parler dans un domaine plus militaire de software defined satellite, donc où là même les satellites qui étaient assez préservés, on parlait tout à l'heure des menaces qui ne peuvent pas porter sur l'espace, mais y compris dans le numérique, avec des accès qui sont plus simples. J'y reviendrai tout à l'heure par rapport à des choses qui ont été démontrées par des équipes Thales. Donc tout ça, ça évolue très vite, et je pense qu'on n'a pas fini de voir cette importance du cyberespace dans le quotidien. Et donc, de fait, si on prend différents acteurs qui peuvent avoir des intentions malveillantes, des facilités pour déstabiliser quelque part les sociétés. Dans l'ordre des acteurs, on va retrouver des groupes d'opposition, donc qui vont juste peut-être être plus dans la couche informationnelle, utiliser le cyberespace pour avoir des campagnes de désinformation, des campagnes de propagande. Pareil, je reviendrai sur des exemples très concrets. Et tout ça va être complété par des acteurs qui sont soutenus, voire directement des États, soutenus par des États ou directement des États. La facilité qu'offre le cyberespace, c'est que des États peuvent se cacher derrière justement des groupes un peu criminels et malgré tout avoir une vraie stratégie militaire pour déstabiliser une société. Donc ça, c'est quelque part l'environnement sur lequel portent ces menaces, avec des risques malgré tout, parce qu'on pourrait, et je pense que que ce soit en France ou d'autres pays communiquent de plus en plus sur une manière de réagir, mais il y a un risque de prolifération des outils qui peuvent être développés. Donc ça, c'est encadré, on en parlait, mais il y a toujours cette volonté d'abord d'encadrer avant de faire. Donc il y a un risque qu'on se fasse dépasser par la droite. Mais en tout cas, il y a des acteurs qui veillent. On parlait de l'ANSSI, mais pas que. Aujourd'hui, il y a, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a un processus qui a été mis en place donc sous le lead des Anglais et des Français qui s'appelle Pall-Mall pour justement contrôler un petit peu la prolifération des objets qui permettent de faire des actions dans le cyberespace ou depuis le cyberespace. Donc ça se met en place, mais malgré tout, on sait très bien que justement il peut y avoir des dommages collatéraux. Hugues citait l'exemple de l'Espagne, qui aurait pu être une attaque cyber. On voit bien l'impact que ça peut avoir. Aujourd'hui, l'électricité dépend de traitement de données, de traitement informatique à un certain niveau. Pareil, je reviendrai sur quelques exemples dans le domaine un peu plus militaire. Alors, on en entend beaucoup parler aujourd'hui, dans la presse, depuis maintenant quelques années. L'Ukraine aussi met en évidence certains modes d'action qui sont utilisés par les Russes, les Ukrainiens, peu importe. Mais quand on regarde, pour ceux qui sont un peu plus attentifs, les choses, en fait, elles existent depuis des années. En 2009, je crois, de mémoire, il y avait une fuite de documents de la NSA qui montrait déjà tous les moyens sur lesquels la NSA travaillait. En fait, il y avait tout un catalogue de produits qui permettaient de réaliser des actions dans le cyberespace. Et quelque part, le simple fait que ça se soit communiqué donnait l'accès à des criminels sur potentiellement, à défaut des outils peut-être, mais au moins des idées qu'il y avait derrière ces outils. Plus concrètement, alors je vais rester au conditionnel, mais dans le domaine militaire, une chose qu'on a suivie de très près côté Thales, et vous allez comprendre pourquoi, c'est une opération qui s'appelle Orchard, menée par les Israéliens. Et concrètement, c'était, il semblerait, une combinaison d'actions dans le cyberespace en soutien d'un raid aérien qui visait justement à détruire un site de production nucléaire en Syrie à Deir ez-Zor. Alors, ce qu'il se dit, et là je parle par rapport à ce qui est accessible en source ouverte, c'est que des actions cyberespace auraient été réalisées pour à la fois masquer le raid, c'est-à-dire que dans les systèmes de défense aérienne utilisés donc en Syrie, et qui étaient des systèmes de défense aérienne russes, l'idée c'était justement de masquer le raid. Donc concrètement, les contrôleurs qui avaient des consoles de visualisation des aéronefs, des avions, ne voyaient rien. Et en même temps, ce qui est écrit aussi, c'est que les Israéliens avaient un retour sur ce que justement voyaient ou ne voyaient pas les Syriens.
Donc ça, c'était en 2007. Donc on voit que il y avait déjà une certaine avancée dans certains pays à l'époque. Un autre exemple, et je vais faire le lien avec le maritime, Stuxnet. Donc, sur Orchard, ce qu'il se dit, c'est que c'est un programme qui a été mis en place et qui a été développé par BAE Systems et utilisé par l'US Air Force. Donc vous voyez qu'il y avait déjà quand même une certaine maîtrise de ces sujets côté US. Même si c'est les Israéliens qui l'auraient mis en œuvre, mais on pense qu'il y a une dérive entre ce qui a été fait par les US. L'autre exemple, c'est Stuxnet. Stuxnet, c'est un verre implémenté dans les systèmes de contrôle de centrifugeuses iraniennes. Alors là, on voit bien le lien entre, je reprends mes différentes couches du cyberespace, le physique et le logique. On voit qu'il y a un moment, il y a un accès physique qui permet, et tout ça, ça peut se faire dans un temps long, mais avec un effet très fulgurant. Donc là, il y a un accès à des centrifugeuses, un piège qui est mis en place et qui concrètement va faire que les contrôleurs qui ont leur console de visualisation de l'état des centrifugeuses ne voient pas qu'elles sont en train de s'emballer et donc, in fine, vont être détruites sans que quelqu'un ait pu réagir. Donc ça, c'était 2010. Donc pareil, on parle d'il y a 15 ans déjà. Plus récemment et en lien avec justement la couche informationnelle, alors là, c'est pas une opération qui a été menée contre, on va dire, les Occidentaux, mais c'est plutôt dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Donc en 2016, vous aviez en Irak et en Syrie une implantation forte de Daesh qui menait des actions de propagande en utilisant tous les médias web, les réseaux sociaux, et qui visait à atteindre les populations dans différents pays, en France particulièrement, à des fins de recrutement. Donc il y avait vraiment toute une stratégie avec des moyens accessibles assez simplement. C'était depuis des ordinateurs, des téléphones. Et donc les Occidentaux ont mené une opération, et les US en première ligne, qui s'appelle Going Symphony. Pareil, vous pouvez regarder sur le web, vous verrez il y a pas mal de choses qui sont sorties là, sur Internet. Toutes les actions qui ont été menées, et c'est, je crois, la première fois qu'il y a eu une opération dans le cyberespace, c'est-à-dire depuis le cyberespace contre des moyens dans le cyberespace. Concrètement, c'était prendre la main sur le réseau qui avait été mis en place par Daesh, et quelque part rendre indisponibles ces moyens de communication avec les populations un peu fragiles qui se raccrochaient un petit peu à l'idéologie de Daesh et qui étaient prêts à aller sur le terrain. Donc là, pourquoi je parle de cette opération, c'est que les premiers concernés qui auraient pu intervenir, ce sont les GAFAM, mais pareil, il y a toujours des questions métaphysiques que les uns et les autres peuvent se poser pour contrer ça. Et les militaires ont décidé à un moment de mener une opération pour rendre indisponibles ces moyens de communication. Et tout ça, ça s'est fait sans forcément se déplacer physiquement sur zone en Syrie et en Irak, depuis des centres de commandement aux US. Et tout cela permis par justement cette connectivité dont je parlais du cyberespace. Aujourd'hui, on voit beaucoup de choses qui se passent autour de l'Ukraine. Donc il y a différentes choses à différents niveaux. Vous allez avoir des actions de brouillage. Donc là, on fait le lien avec l'environnement électromagnétique. On est à Toulon, pour ceux qui naviguent un peu, vous avez le système AIS. Bon, il est très facile de le brouiller, voire de le leurrer, c'est-à-dire de se faire passer pour un bateau sans être en mer. Bon, ben ça, c'est des modes d'action qui sont utilisés par différentes structures. Vous allez avoir la même chose sur tout ce qui est ce qu'on appelle le GNSS, tout ce qui est la signalisation pour avoir des infos de position et de temps. Donc concrètement, on va parler de GPS, de Galileo. Là, c'est pareil. Il est possible assez facilement de brouiller. Ça a été réalisé en Ukraine. C'est assez facile de leurrer, c'est-à-dire de modifier les signaux. Et donc ça, c'est des choses qui sont maintenant, j'ai envie de dire, presque couramment utilisées dans les opérations, dans les conflits d'aujourd'hui.
quand on regarde ça, je reviens pourquoi on s'y intéresse, c'est que les systèmes qui sont réalisés au sein du groupe Thales peuvent justement être vulnérables à ces menaces. Et je vous parlais de Stuxnet. Alors vous allez me dire, les centrifugeuses, on n'en réalise pas, à ma connaissance. Malgré tout, les systèmes qui contrôlent ces centrifugeuses, c'est ce qu'on appelle des SCADA. Et pour prendre un bâtiment quelconque de la Marine nationale, tout le système de management de la plateforme, c'est exactement la même chose. C'est des automates qui sont aussi vulnérables à ce genre de menaces. Et typiquement, là, on s'y intéresse parce que quand on est amené à intervenir, à réaliser des systèmes sur des plateformes navales, on doit le prendre en compte pour justement ne pas se retrouver à avoir des vulnérabilités qui directement mettent en indisponibilité les systèmes réalisés. Merci beaucoup pour cet éclairage. Pour la partie cyber, du coup, on va passer dans les fonds marins, dans le domaine maritime, où il y a des liens, notamment j'évoquais le livre de Blind Man's Bluff, la guerre secrète des sous-marins américains. C'est bien sûr les câbles sous-marins dans les années 70-80 sur lesquels étaient posés par les sous-marins américains, y compris jusque dans la mer d'Okhotsk, des écouteurs pour écouter les transmissions des ordres des OSNLE russes. Voilà. Mais donc c'est le domaine sous-marin avec XL. Merci Daniel. Allô ? Oui, vous m'entendez ? Oui, donc tout d'abord quelques mots sur Excel. Alors c'est un nom qui est peut-être pas connu de tout le monde parce que le nom est apparu il y a 3 ans suite à l'acquisition par l'actionnaire DECA, qui est une société qui a été créée en 1936, donc qui a fêté ses 90 ans l'année prochaine, et de XBlue, une société plus récente mais qui a quand même 25 ans. Oui, d'accord, merci. Excel, nom apparu en 2022, suite à la fusion de 2 sociétés, de 2 ETI françaises, ECA, qui est une société qui a été créée en 1936, et XBlue, qui est une société plus récente, de 2000. ECA, historiquement, fait des drones sous-marins et des drones navals, des robots autonomes, des drones de surface. Et XBlue, qui fait également des drones de surface, qui faisait des drones de surface et des systèmes de navigation. Alors, pourquoi les systèmes de navigation ? Parce que tous ces drones ne fonctionnent pas s'ils ne savent pas où ils se trouvent. Vous pouvez avoir le meilleur drone du monde, mais si vous ne savez pas où il se trouve, si vous ne savez pas où il collecte l'information, ce n'est pas très utile. Donc nous sommes aujourd'hui plus de 2000 personnes, 21 sites en France et puis des implantations également à l'étranger. Les menaces qui peuvent être, entre guillemets, auxquelles on s'adresse donc au sein du groupe Excel, les menaces liées aux infrastructures sous-marines, il y en a de plus en plus. Donc les câbles, vous avez entendu parler, Didier vient de citer effectivement les systèmes d'écoute qui peuvent être positionnés le long de câbles de télécommunications, au travers desquels d'énormes quantités d'échanges d'informations, je crois 95 ou 99% d'informations numériques sont échangées par les câbles de télécommunications. Il y a également toutes les infrastructures, les gazoducs Nord Stream, toutes les installations pétrolières offshore qui sont reliées par des tuyaux, des câbles ou tenues par des câbles au fond. Il y a également de plus en plus d'infrastructures de production d'énergie offshore, les éoliennes offshore. Donc tout ça c'est posé au fond, c'est ancré au fond. Il y a des câbles qui vont relier toutes ces éoliennes avec des centres de transformation avant que l'énergie soit envoyée par d'autres câbles vers la Terre. Donc tout ça est de plus en plus vulnérable notamment par l'utilisation de systèmes qui peuvent être des drones déployés depuis des moyens discrets. Dans les menaces également qui peuvent être utilisées, c'est tout ce qui est des incursions littorales qui peuvent être faites par des drones, mais également par des drones qui peuvent être déployés par des moyens qui semblent être des moyens discrets. Alors aujourd'hui on parle de la flotte fantôme russe. Avant on parlait des chalutiers russes du temps de la guerre froide. Les choses n'ont pas changé, c'est toujours les mêmes recettes entre guillemets qui reviennent.
Il peut y avoir l'instrumentalisation aussi des flux migratoires on est typiquement dans la guerre hybride. Bon, il faut surveiller comme ce qui se passe pour éviter les perturbations que sur le long terme toutes ces choses peuvent générer. On a une sensibilité, je pense, de plus en plus importante à ces actions, entre guillemets, de type hybride, avec des drones qui existent, qui sont devenus de plus en plus populaires. Alors, souvent, dans l'esprit des gens, les drones, c'est forcément quelque chose qui vole. Eh bien non. Il y a des drones de surface. Alors, c'est quoi un drone de surface? Eh bien, c'est un bateau qui peut être, ou un jet ski qui peut être simplement téléopéré. Mais ce sont également des drones qui peuvent être spécifiquement conçus pour être des drones. Hein. Donc c'est le cas effectivement d'un certain nombre de choses que Excel fabrique. Hein. Donc ce ne sont pas des bateaux qui ont été tournisés. Et ce sont des systèmes qui peuvent avoir leur propre vie, et puis en utilisant l'intelligence artificielle, donc réagir en environnement, décider d'une action, décider de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, justement. Ce sont des choses, comme je l'ai dit précédemment, qui peuvent être déployées discrètement, hein, soit discrètement par des bateaux civils, par des bateaux également, par des sous-marins, donc qui rendent des actions très discrètes. Comme je l'ai dit également, il y a de plus en plus d'infrastructures qui sont situées hors de terre. Donc ça peut être des infrastructures purement sous-marines, mais ça peut être des infrastructures aussi hybrides de type éolienne, usine, ou l'eau motrice pour générer l'énergie. Ce sont des technologies souvent des technologies duales qui peuvent être utilisées. Les drones que nous fabriquons sont donc souvent des technologies duales, sont souvent soumis à des licences d'exploitation dans beaucoup de cas, mais qui sont également accessibles à des organisations terroristes, hein, donc très facile d'acheter un drone et puis de lui mettre ce qu'il faut donc, pour faire des dégâts ou pour aller recueillir des informations. Une technologie accessible à beaucoup d'organisations ou d'États qui n'avaient pas les moyens de s'acquérir ou d'acheter des systèmes complexes et chers. Donc il y a une accessibilité en fait de ces technologies qui peut être utilisée contre nous de manière certainement beaucoup plus simple et beaucoup moins chère que dans le passé. Voilà, puis il y a une très grande dépendance également des systèmes au GPS, donc il faut au GPS notamment, aux liaisons radio, on a parlé de brouillage, on a parlé de leurrage, et tout ça doit être pris en compte également pour générer des menaces, mais également dans la création de nos systèmes, qui doivent être de plus en plus résilients donc à ce type d'attaque ou de menaces. Voilà. Alors, autre chose également, historiquement, donc ECA était connu pour ces systèmes de déminage sous-marin. Alors, il n'y a pas besoin d'être une grande nation aujourd'hui pour bloquer une route maritime. Il y a beaucoup des navires qui ont été endommagés, notamment dans le golfe arabo-persique, à partir d'IED sous-marins. Alors, les engins explosifs improvisés ont fait pas mal de morts, donc, notamment dans le domaine terrestre, mais la même chose existe dans le domaine sous-marin. Ce sont des IED sous-marins, donc qui peuvent être simplement des bouteilles de gaz télécommandées depuis la Terre. Hein. Quand le bateau passe, quelqu'un appuie sur le bouton et ça explose. Mais ça peut être également des choses faites à partir de barils en plastique remplis d'explosifs avec des roues de vélo qui tournent et qui, quand ils viennent toucher la coque du bateau, explosent. Donc tout ça sont des menaces également d'un nouveau type qui n'existait pas avant. Merci beaucoup pour cette approche qui nous a emmenés sous les mers, mais tout en restant bien connecté à stratégie générale. Donc je vais pas résumer donc cette approche des menaces. Vous avez essayé, merci d'avoir fait cet effort d'en donner une représentation la plus concrète possible. Moi, je rejoins assez ce que disait Hugues Foulon en particulier sur finalement qu'est-ce qui n'est pas hybride. L'hybridité, elle est partout. Et en fait, d'un point de vue de la stratégie,
Moi, je partage pas cette notion de cette caractérisation d'hybridité, puisqu'en fait, l'hybridité, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à définir. On donne ce mot parce qu'on ne sait pas définir la menace. Et en termes militaires, c'est quelque chose d'insatisfaisant. Donc, c'est un vocabulaire par défaut, je dirais, qui est celui du défenseur, en fait, celui qui est agressé. Et moi, j'ai fait beaucoup de planification opérationnelle dans le militaire, et on n'utilise jamais le mot hybride. Enfin, quand on veut attaquer, quand on veut développer des modes d'action, l'hybridité, elle doit être pour l'adversaire, elle ne doit pas être pour nous, en fait. Nous, on doit avoir les idées parfaitement claires sur ce qu'on veut faire. Donc, on doit avoir déjà la volonté de répondre à ces menaces, bien sûr, mais surtout de les anticiper et voir, de prendre les devants pour dissuader par différents moyens un adversaire de nous mettre dans le brouillard de la guerre, donc soit dans ce qu'on appelle les zones grises. Les zones grises, c'est-à-dire des actions qui sont dans des zones de non-droit. Les espaces communs qu'on vient de citer, le cyber, la mer, sont des espaces communs dans lesquels le droit est mal défini. En tout cas, nos opposants, comme les trafiquants, par exemple en mer, les narcotrafiquants utilisent parfaitement les zones de flou du droit pour développer leurs actions illégales, offensives dans le domaine qui nous intéresse. C'est les zones grises, et puis c'est les actions sous le seuil, hybrides. Donc on va essayer de voir maintenant comment on peut inverser ce rapport de force. Comment est-ce qu'on peut reprendre l'initiative et puis voir quels sont donc les modes d'action des opérateurs privés, en particulier dans les domaines maritimes, dans le domaine des grands fonds marins, qui permettent de donner une vision positive, comme le disait l'amiral Vendier tout à l'heure dans son introduction, une gestion où on ne se laisse pas mettre dans ses buts, où on va aller de l'avant et on va essayer parce qu'on en a les moyens. Quand je dis nous, c'est la communauté internationale occidentale à la défense des démocraties. Donc des moyens, on a des moyens face à ces nouveaux compétiteurs de réagir. Donc ma question vers les intervenants sera celle-là, en fait. Elle sera très simple. Quelles sont les réponses que l'on peut proposer dans vos domaines, bien sûr, d'expertise, de façon très concrète? Qu'est-ce que vous attendez des opérateurs publics aussi, puisque vous êtes des opérateurs privés? Et qu'est-ce que vous attendez des partenaires pour développer ces réponses? On va procéder dans le même ordre. Hugues, si vous voulez bien. Merci. Donc on l'a bien compris, et ça a été souligné par l'amiral Pierre Vendier, on est dans un monde en accélération qui passe du monde du hardware au monde du software. Et quand on prend l'exemple de Tesla, quand on prend l'exemple de SpaceX, voilà, donc toute la valeur réside maintenant majoritairement dans nos logiciels, et ça sera sûrement le cas pour le PNG ou les prochains sous-marins. Et ce monde-là a deux caractéristiques, en tout cas dans le monde privé, qui me semblent très importantes. Première caractéristique, il est dominé par les États-Unis. L'Europe a renoncé à développer du logiciel de façon massive. Et je vous mets au défi dans la salle de connaître 5 boîtes européennes qui font du logiciel, qui sont des leaders mondiaux. Voilà. Donc il y a un peu SAP, il y a un peu Dassault Systèmes, mais enfin, je pense que c'est difficile d'en trouver 5, alors que tout le monde connaît des dizaines de boîtes américaines dans le monde du logiciel. Et la deuxième caractéristique, c'est par définition, le monde du logiciel est en déséquilibre avant, et c'est le temps qui drive le développement, et donc du coup, ça génère par définition des vulnérabilités. Et pourquoi est-ce que vous avez des mises à jour sur votre téléphone tous les 4 matins? C'est pour des failles de sécurité. C'est pas pour des sujets fonctionnels ou des améliorations fonctionnelles, c'est pour des failles de sécurité. Et donc dans ce monde-là, il y a plusieurs points pour répondre à la question qui est posée. Je pense que en écho à ce que je disais tout à l'heure, la première mission qui est la nôtre, collectivement, c'est l'anticipation et la compréhension de la menace. Nous sommes dépendants des États-Unis sur le sujet. Si les Américains disent on arrête de partager nos informations sur la menace avec les Européens, on aura un gros problème. Si l'administration Trump dit on arrête de regarder la menace russe, on va se focaliser sur la menace chinoise, ce qui est un peu le cas, on va avoir un gros problème. Donc comment est-ce qu'on crée, alors que l'Europe dans le même temps est le carrefour des enjeux géopolitiques
que ça soit la relation avec la Russie, on en a parlé, que ça soit la place du UK vis-à-vis de l'Europe, que ça soit ce qui se passe au Moyen-Orient. On est vraiment au cœur de ces enjeux-là, en tout cas d'un certain nombre d'enjeux. Et donc, on doit, et c'est ce à quoi on travaille chez Orange Cyberdéfense, construire notre propre analyse de la menace pour ne pas être dépendant d'autrui. Sinon, on va regarder le monde avec des lunettes qui ne sont pas les nôtres. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est bien sûr, et c'est assez basique, comment est-ce qu'on, et c'est pas quelque chose d'instantané, comment est-ce qu'on accroît notre niveau de protection pour améliorer notre résilience? Et ça, c'est un enjeu de tous les instants. C'est une préparation permanente. Encore une fois, les menaces ne vont pas se déclarer. On ne va pas nous déclarer la guerre. En revanche, on est soumis à des menaces majeures, comme on l'a évoqué tout à l'heure, qui sont sous le seuil. Et donc, comment est-ce qu'on améliore ce niveau de protection? Et je pense qu'un des enjeux importants, et ça a aussi été mentionné en introduction par l'amiral Pierre Vandier, c'est comment est-ce qu'on se remet à innover? Les attaquants sont dopés à l'IA. Ils sont sous stéroïdes avec l'IA. Et donc, comment est-ce que le monde que l'on construit se protège vis-à-vis de ça? Aujourd'hui, dans le monde de la cybersécurité, en tout cas pour Orange Cyberdéfense et ses clients, on a 50 000 clients, il n'y a pas eu de rupture majeure, grâce à notre adoption de l'IA, il n'y a pas eu de rupture majeure dans le rapport de force entre les attaquants et les défenseurs. Voilà. Donc les attaquants n'ont pas pris une avance considérable par rapport à ce qu'on est capable de faire en utilisant nous-mêmes l'IA pour protéger nos clients et pas que Orange. Mais est-ce que ça va durer? Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce qui va se passer avec le quantique? Et donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à se mettre en ordre de bataille pour continuer à innover en la matière. Voilà, juste un exemple. Sur les campagnes de phishing, grâce à l'IA et la généralisation de ChatGPT, il y a une multiplication par 5 de nombre de campagnes de phishing. Et moi-même, c'est mon job, quand je reçois à la maison un mail d'Orange, je me demande, est-ce que c'est un vrai, est-ce que c'est un faux? Et il faut être super balèze pour voir si c'est un vrai ou c'est un faux. Est-ce que je clique ou est-ce que je clique pas? Donc la règle est simple, quand il y a un doute, on clique pas. Et donc, donc il faut voir, on est dans cette course en avant, cette accélération de progrès technologique qui est absolument considérable. Et aujourd'hui, quand vous avez une campagne de phishing, précédemment, il fallait que le type soit bon en code, bon en graphisme et bon en langue. Aujourd'hui, il n'a plus besoin de tout ça. L'IA fait tout ça pour lui. Donc un type tout seul va faire une campagne hyper performante avec le graphisme d'Orange ou de Canal+, ou peu importe, dans toutes les langues, et avoir multiplié ses chances de gain de façon considérable. Et puis enfin, il y a quelque chose qui me semble important de mentionner dans cette instance, et mon expérience personnelle, c'est que je trouve qu'on n'est pas très bon, et on a une marge de progrès considérable, c'est la collaboration entre le public et le privé. Voilà. Nos systèmes ne sont pas câblés, je suis désolé de vous le dire comme ça, pour travailler efficacement. Pourtant, la cyber, c'est un enjeu collectif, mais une grande partie de la force de frappe, elle est privée. Voilà. Les outils, la connaissance, la formation, les ressources. Et il y a eu un exemple, pourtant on a un exemple qui m'a beaucoup marqué, sur lequel Orange était partie prenante, qui n'est pas forcément très bien connu, c'est la contribution aux Jeux Olympiques Paris 2024. Voilà. Orange était le seul opérateur télécom, et je peux vous dire que ça a été un enjeu technologique, et on a vraiment eu peur à plusieurs moments, un enjeu technologique majeur, et on a super bien collaboré. C'était organisé, c'était planifié, c'était anticipé. Et d'ailleurs, vous n'avez pas entendu parler de cyberattaque pendant les Jeux. La seule cyberattaque massive, c'est entre les Jeux et les Jeux paralympiques, c'est quand Pavel Durov a décidé d'atterrir au Bourget et qu'il a été mis en examen. Et du coup, la France a été l'objet d'attaques DDoS massives de Russes contre la mise en examen de Pavel Durov, le fondateur de Telegram. Mais hormis ça, il n'y a pas eu de cyberattaque. Donc on sait le faire, voilà, on sait s'organiser. En revanche, et donc ça c'était quelque chose d'exceptionnel, c'était un projet, on était en mode pré-crise permanente, donc là on a réussi à mobiliser les énergies, mais je pense qu'on devrait tirer leçon de ça et mieux travailler entre le public et le privé pour protéger nos infrastructures vitales et l'enjeu démocratique. Merci. Merci beaucoup. Oui. Donc pour revenir sur la manière dont on répond quelque part à toutes ces menaces au sein du groupe, et en particulier sur la cyber, on a toujours pris en compte quelque part les risques qu'il y avait sur les systèmes réalisés par Thales en général. Et c'est vrai dans beaucoup de sociétés, même dans l'administration publique. On parlait beaucoup de mesures préventives, à la fois
la conception avec, on parlait de résilience, des architectures qui étaient capables justement de résister à des indisponibilités s'il y avait des attaques intentionnelles ou pas qui se produisaient. Du développement sécurisé, donc avec des méthodes par défaut d'audit de code pour s'assurer que le code n'embarquait pas des vulnérabilités. Donc ça a toujours été le cas. Sur les systèmes qu'on réalise chez Thales, en particulier les senseurs, les systèmes de commande and contrôle et les effecteurs, qui pour nous sont une chaîne de bout en bout qu'il faut bien appréhender en fonction des métiers qui sont portés par ces chaînes dans l'espace, dans le maritime. Et aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est vraiment la maîtrise de la donnée, de sa production jusqu'à sa consommation. En passant par un système de commande and contrôle qui va permettre justement de décider des actions qu'un effecteur doit réaliser. Donc pour bien appréhender ça, parce qu'on voit que quand on commence à avoir un groupe comme Thales, il y a une logique business, une organisation business qui est mise en place. Depuis maintenant plus de 2 ans, a été mise en place une organisation un peu transverse par milieu justement pour porter ces enjeux dans tous les business. Et justement avoir cette appréhension correcte du bout en bout, c'est-à-dire entre ceux qui réalisent les senseurs, ceux qui réalisent les systèmes de commande and contrôle et ceux qui réalisent les effecteurs. Donc ça a été mis en place et des équipes ont été mises en place, en particulier sur le cyberespace, pour porter justement des bonnes pratiques et aussi appréhender correctement les risques qu'il pouvait y avoir sur ce qui était réalisé. Alors concrètement, ça se traduit par quoi ? Alors ça se traduit par des choses qui étaient déjà faites, je l'ai dit, entre un senseur et un effecteur, il y a besoin d'un moyen de communication, donc c'était protéger les liaisons. Il se trouve qu'il y a un certain nombre d'années, les liaisons étaient peut-être plus facilement, on pouvait les protéger plus facilement. Aujourd'hui, avec l'IP, il a fallu réinventer un petit peu les systèmes de protection. Donc on parle d'équipements de chiffrement d'un certain niveau. On va jusqu'à des solutions qui sont capables de résister à des attaques d'un niveau étatique. Puisqu'on va devoir protéger dans certains cas des informations qui sont de confidentialité très secrète. Donc ça c'est plus pour protéger, on va dire quelque part, la donnée en termes de confidentialité, mais aujourd'hui ce qui est important c'est aussi éviter qu'elle soit altérée sur son transit entre un senseur et un effecteur. Sinon, quelque part, même si la décision qui peut être prise au niveau d'un centre de commande et de contrôle est correcte, si cette donnée a été altérée entre le centre de contrôle et l'effecteur, potentiellement l'effet produit ne sera pas celui qui était attendu par celui qui a pris la décision. Donc ça c'est très important. C'est peut-être des choses, alors on y répond par des moyens toujours de chiffrement, mais pas que, parce que il se trouve qu'il y a des endroits où concrètement les données qui sont nécessaires pour à la fois prendre la décision et aussi pour produire l'effet, ces données ne sont pas d'une sensibilité qui justifie la mise en place de moyens de protection d'un niveau gouvernemental. Et donc il faut être capable de détecter au plus tôt une altération qui pourrait se produire, et en particulier certains senseurs. Vous avez des senseurs militaires, mais vous avez des senseurs qui ne sont pas du tout militaires et qui vont contribuer dans cette chaîne de décision avant de produire l'effet. Donc ça, c'est des notions qui sont portées par les différentes équipes de milieu et déclinées dans chaque métier. On va prendre un exemple, c'est le spatial. Donc ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est de se mettre dans la peau des attaquants qui pourraient justement vouloir porter préjudice au système qu'on réalise. Alors il y a un exemple qui est sorti dans la presse il y a 2 ans. Là, on avait eu un défi de l'ESA qui visait, en gros l'ESA nous disait à lancer un défi à différentes équipes. Et l'objectif c'était de prendre le contrôle, de voir ce qu'on pouvait faire sur un nanosat. Un nanosat qui était réellement en train de tourner autour du globe, OPSAT. Donc, un défi un peu comme il y en a beaucoup dans le domaine de l'informatique. On parle de capture the flag, c'est des choses assez connues. Mais là, c'était la première fois que, quelque part, un défi était lancé sur un système réellement opérationnel.
Et on a démontré, alors ça restait un satellite à but d'expérimentation, justement, donc il y avait quand même, on va dire, certaines facilités. Mais on a été confronté justement à ce que peuvent rencontrer des attaquants, c'est-à-dire comment arriver à envoyer des choses sur le satellite, à prendre le contrôle sans se faire voir et à produire des effets. Typiquement, là, c'était modifier des images qui pouvaient être captées par une caméra à bord et modifier son attitude en l'air. Tout ça sans que l'ESA, pourtant, qui contrôlait ce qui était envoyé sur le satellite, ne voit dans le code que des choses avaient été mises en place. Donc là, pourquoi on a fait ça? C'est pour mieux appréhender justement quelque part le mode opératoire que certains attaquants pourraient suivre. Typiquement, l'exemple, c'est que la fenêtre d'accès au satellite, elle était de quelques minutes par jour. Et ça, c'est des choses qui doivent être prises en compte par les attaquants. Mais quand on se met à la place de l'attaquant, on voit les mesures de protection ou de surveillance qu'on peut mettre en place pour justement commencer à détecter au plus tôt les prémices d'une attaque. Donc ça, c'est toute une logique qui est suivie en interne. Alors pas sur tous les systèmes, parce que sinon on n'y arriverait pas. Mais sur des systèmes les plus sensibles, voir comment on peut être un peu proactif, c'est-à-dire on passe du mode préventif, qui a toujours lieu d'être, au mode proactif, où en se disant de toute façon ça arrivera, il faut qu'on arrive à détecter au plus tôt les prémices d'une attaque. Donc pour justement, au-delà de cet exemple-là sur le défi qui avait été lancé par l'ESA, de manière récurrente, on va essayer de chercher. Alors, vous avez des vulnérabilités, on l'a dit, qui sortent tous les jours avec des patchs de sécurité. Ce qu'on va essayer de faire, nous, c'est de trouver les vulnérabilités avant qu'elles soient publiques. On parle, pour ceux qui connaissent de 0D, on va essayer de, justement, nous, les trouver. Et bien sûr, on ne va pas communiquer dessus. Et le but, c'est de les prendre en compte. Alors, sans forcément les patcher, parce que dans les systèmes qu'on réalise, vous imaginez bien, même si je parlais de software defined satellite, des mises à jour d'un satellite qui a été lancé il y a quelques années, c'est pas aussi simple que ça. Et donc c'est comment on peut mettre en place des moyens de surveillance. Je reste sur l'exemple du satellite, au sol, sur les segments qui permettent justement à la fois d'envoyer des télécommandes, de recevoir des télémesures, détecter des anomalies par rapport au métier qu'on connaît. Et donc c'est cette expertise métier qui va venir en complément de l'expertise cyber, pour voir dans quelle mesure des choses qui sont constatées par différents moyens de surveillance sont pas la normalité, en tout cas ne correspondent pas au fonctionnement tel qu'on l'imagine du système qu'on a réalisé. Et ça, on va le faire, je parle du satellite, mais on va le faire sur les systèmes de défense aérienne. Je reprends l'exemple de l'opération Orchard. Pour nous, ça a été pris en compte, pardon, avec justement qu'est-ce qu'on peut mettre en place en complément des systèmes C2 pour voir une anomalie qui se produirait. On a parlé Hugues a évoqué tout ce qui est le post-quantique. Dans les équipements de chiffrement, c'est pareil, dès aujourd'hui, on ne va pas attendre que des attaques quantiques puissent être réalisées, et on les prend en compte directement en mettant des mécanismes à base de cryptographie qui sont résistants le jour où des attaques quantiques pourront être réalisées. Sur l'IA, on a beaucoup parlé de l'IA. Alors l'IA, on va le voir de deux manières. Déjà, la sécurité de l'IA. Donc on a des équipes, alors là on essaye d'être un peu, sans dire en avance, pas trop être en retard, des équipes qui vont voir quels sont les risques par rapport à l'IA. Alors il y en a plein, je ne vais pas vous faire un cours sur les risques de l'IA, mais c'est quelle vulnérabilité il peut y avoir autour de l'IA. Pourquoi? Parce que dans les systèmes, je reviens qu'on réalise, forcément on embarque des algos de traitement des données et à base d'IA avec des modèles d'apprentissage à base de données réelles. Et donc tout ça, c'est un risque. On n'a pas envie qu'à un moment un système qui est vendu à l'export dévoile des données d'apprentissage qui seraient un peu souveraines. Donc ça, c'est des choses que l'on prend en compte dans la réalisation de nos systèmes. Mais l'IA va aussi servir pour la cyber, c'est-à-dire que je parlais des menaces sur la couche informationnelle. Quand on revient sur ce qui est fait sur les réseaux sociaux avec un individu qui va pouvoir se créer plusieurs identités sur les réseaux sociaux et des identités qui ne sont pas forcément la sienne,
Il va utiliser des images. Ces images peuvent être falsifiées, peuvent être générées à base d'IA. Et donc nous, on va justement regarder comment on peut détecter des générations. Alors il y a eu des défis qui ont été lancés par le ministère des Armées sur ces sujets-là, détection d'images falsifiées, d'audio falsifiés. Et donc ça, c'est des choses aussi qu'on va regarder pour être en mesure de, quelque part, mettre en place des moyens de détection de l'exploitation de ces vulnérabilités. Et ça, on va le retrouver au-delà de la couche informationnelle, au niveau logique, pareil, en mettant... alors pour reprendre l'image, c'est comme votre maison, vous avez une serrure pour entrer, enfin, quand vous partez, vous fermez la clé, puis vous ouvrez quand vous rentrez. Vous allez pouvoir compléter avec des systèmes de protection, des détecteurs d'intrusion. Ben, c'est un peu la même chose dans le cyberespace. On va mettre différents senseurs qui vont être capables de remonter des informations qui, soit par comparaison à un état attendu ou détection d'anomalies, comme je le citais, vont lever des alertes et vont, on reprend l'exemple de l'Espagne, on va être capable de dire là c'est une attaque cyber et c'est pas juste un dysfonctionnement pour quelques raisons que ce soit, mais bien lié à une attaque cyber et déclencher à la fois des procédures qui concernent les gens qui ont l'expertise et qui sont capables très vite de mener les actions pour contrer l'attaque. Merci beaucoup. Alors, vous avez noté qu'on est passé d'un espace à l'autre. On est passé de l'espace cyber à l'espace exo-atmosphérique. C'est normal, il y a des liens entre ces deux. Et on va le voir, il y a des liens, et je l'ai déjà dit, avec les fonds sous-marins. Je note qu'il y a un éléphant dans la pièce, hein, quand même, c'est l'IA, effectivement. Et à ce sujet, je voudrais juste rebondir sur le fait que vous avez noté que le ministère des Armées vient de créer son commissariat numérique à la Défense. Dans l'idée du ministre qu'il a créé, c'était de comparer le numérique à l'atome. Il a dit, moi, je crée le commissariat numérique à la Défense, comme on a créé par le passé le commissariat à l'énergie atomique, CND, CEA, c'est pareil. Le numérique, aujourd'hui, c'est l'atome d'hier et encore d'aujourd'hui, par sa puissance, mais ce serait une autre table ronde qu'il faudrait sans doute dévoiler. En revanche, pour ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, ça veut dire que la donnée qui a été évoquée, c'est un nouvel objet à protéger, en fait. Avec l'IA, la donnée est un objet à protéger. On protégeait nos avions, nos bateaux, nos câbles. La donnée est à protéger. Bon, pour l'instant, on en a moins que les autres de la donnée, mais ça va venir. Et en tout cas, je remercie donc Daniel de nous faire un éclairage dans le domaine qui est le sien aussi, comment lutter, comment travailler avec les opérateurs publics et puis les autres opérateurs privés. Merci. Oui, donc, pour comment je veux dire, maîtriser les fonds marins, il faut connaître d'abord les fonds marins, il faut donc ensuite les surveiller pour pouvoir les protéger et agir quand c'est nécessaire. Donc pour connaître, donc il y a différents moyens de connaître en fait les fonds marins et les infrastructures. Soit vous déployez des drones ou des bateaux pour recueillir les informations, ça c'est une solution. Et c'est pour ça que nous développons un certain nombre de solutions et de drones de différents types, donc des drones de surface qui peuvent faire de la cartographie du fond, hein, c'est typiquement le genre de choses qui peut être utilisé pour l'hydrographie, mais si on va avoir donc une connaissance plus fine de certaines zones, de certains endroits, on va envoyer des drones sous-marins jusqu'à des immersions de 6000 mètres. Donc il y a un drone aujourd'hui qui est utilisé par Ifremer pour leurs besoins propres. Et on développe une version pour la marine française qui s'appelle la Siska, qui est un drone qui va descendre jusqu'à 6000 mètres d'immersion, d'où le Siska. Qui va permettre également de connaître, mais également de surveiller. C'est le genre de drone qui va pouvoir aller inspecter régulièrement donc, un câble ou des pipelines sous-marins ou toute infrastructure sensible au fond. Et ensuite agir, donc pour agir et de la même façon. Donc d'autres drones sous-marins peuvent être développés. On en développe certains pour intervenir jusqu'à certaines immersions. D'autres sociétés françaises sont en train de développer donc des drones pour aller intervenir jusqu'à 6 mm d'immersion. Alors ces drones, qu'est-ce qu'ils vont utiliser? Ils vont utiliser, comme je l'ai dit précédemment, donc
ces systèmes de drones ne vont être efficaces que si vous savez où ils se trouvent, où ils recueillent l'information et où ils interviennent. Et pour cela, donc, alors, contrairement au domaine terrestre, aérien ou en partie spatial, le GPS et la communication radio ou satellite ne fonctionnent pas sous l'eau. Donc on est obligé de développer des solutions de navigation qui se passent du GPS, hein, parce que dès que vous êtes sous la surface, malheureusement vous ne savez pas où vous êtes, sans intégrer dans nos systèmes donc des systèmes de navigation que nous développons également. Alors, comment sont constitués ces systèmes de navigation? On utilise des systèmes de fibre optique, enfin de gyroscopes dits fibre optique avec des accéléromètres qui permettent de connaître en fait la position du véhicule ou la dérive de la position du véhicule en fonction de mesures qui sont faites au niveau optique. On hybride ça parce que ces systèmes-là, vont dériver s'ils sont les seuls à être utilisés. Donc au bout de quelques heures, vous êtes loin de la position réelle à laquelle vous êtes réellement. Enfin, l'information que vous avez va être erronée. Et donc les systèmes de navigation vont être hybridés avec des informations qui proviennent d'autres capteurs. Et dans le domaine donc, des drones sous-marins notamment, on va utiliser des logs Doppler. Donc tout ça va passer par ce qu'on appelle des filtres de la fusion de données pour limiter la dérive de ces informations. Et c'est un des moyens qui est utilisé notamment pour compenser le fait que le GPS peut être brouillé, leurré, etc. Donc ça c'est pour la partie connaître, donc bien connaître ce que vous devez, ce que vous êtes amené à surveiller. Pour connaître également, vous pouvez utiliser toutes les informations qui vous sont disponibles, notamment donc toutes les infrastructures sous-marines. La position des câbles de télécom sont a priori connues. Alors tout ça peut un petit peu bouger par les tempêtes, par tout événement entre guillemets atmosphérique ou sous-marin. Donc, et toutes les infrastructures sous-marines ont également ce qu'ils appellent des plans US-built. Donc vous pouvez utiliser effectivement toutes ces informations dans la préparation et la programmation de vos systèmes. Et ensuite, donc pour surveiller, eh bien, il va falloir trouver des moyens qui vont pouvoir être capables d'aller revoir enfin, les infrastructures qui peuvent être d'un intérêt donné et traiter les données en embarqué également en temps réel si possible. Parce que quand vous envoyez un drone à 6 000 mètres d'immersion, il lui faut un certain temps pour descendre au fond et un certain temps pour remonter. Et comme la communication acoustique ne marche pas, vous devez forcément intégrer beaucoup de logiciels qui vont traiter automatiquement les données. Et pour ça, bien évidemment, on va utiliser des bases de données ou des informations concernant les objets qu'on est censé inspecter, les menaces potentielles qu'on peut imaginer sur ce genre de situation, et de manière à ce que le drone puisse tout seul agir pour pouvoir, par exemple, aller tourner autour de quelque chose qui pourrait être suspect. Et l'autre difficulté également qu'on peut avoir dans ces milieux, c'est que, comme je vous l'ai dit, donc la communication sous-marine ne passe pas, la communication radio, etc., donc passe très très mal sous l'eau. Donc le seul système de communication qui existe aujourd'hui sont les systèmes de communication sous-marine, mais qui ont des débits qui sont extrêmement faibles, et des portées également qui sont plutôt faibles, notamment quand on veut transmettre un certain nombre d'informations et de débit. Donc tout ça peut être compensé en faisant travailler les drones ensemble. On le fait dans le domaine de la guerre des mines. On a des drones qui déploient d'autres drones. Les bateaux restent à l'extérieur du champ de mine. On va déployer des drones qui vont aller dans le champ de mine, déployer d'autres drones qui vont être lancés, notamment des drones autonomes sous-marins, ce qu'on appelle les AUV, des Autonomous Underwater Vehicles, qui, avec des capteurs qu'on développe, vont aller inspecter une zone, détecter automatiquement un certain nombre d'objets, vont pré-traiter les informations à l'intérieur du drone. Quand ils remontent donc en surface ou quand ils sont récupérés à bord du bateau, vont pouvoir transmettre dans un premier temps donc, les informations qui ont été prédigérées par le drone pour qu'elles soient traitées plus finement donc, à bord. Après ces informations-là qui ont été recueillies, dont on va connaître la position des objets d'intérêt,
ces positions-là vont être réutilisées par d'autres drones pour aller inspecter et agir. Donc, donc on fait travailler ensemble un certain nombre de drones de manière à ce que globalement la performance du système de drone soit supérieure à la performance individuelle de chacun des drones. Donc 1 + 1, on essaie de faire en sorte qu'il ne fasse pas 2 mais 3 en utilisant, en combinant l'action de différents drones entre eux. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Tous ces systèmes-là peuvent être déployés donc, pour la connaissance de l'environnement, pour détecter d'autres drones qui pourraient intervenir, parce que notamment donc, des petits drones de surface qui peuvent approcher une côte, où vous aurez beaucoup de mal à les détecter par des systèmes fixes ou des systèmes de radar, parce qu'il y aura des zones de masquage, mais également parce que ces drones-là vont être très petits donc, ou furtifs, ou les deux. Et donc, vous pouvez utiliser des drones de surface pour patrouiller et essayer de détecter en fait des menaces, soit qui sont en surface, soit des menaces sous-marines. Je parlais des drones sous-marins autonomes. Ces drones sous-marins autonomes sont beaucoup plus petits et beaucoup plus discrets par essence ou par définition ou par conception que des sous-marins. Donc, ils vont être très difficiles à détecter par des moyens fixes. Donc, il faut créer des systèmes de barrage et des systèmes de patrouille de drones, des drones rôdeurs qui vont pouvoir donc, essayer de les détecter quand ils interviennent dans une zone donnée. Merci beaucoup. Merci Daniel. Donc je voulais remercier particulièrement nos intervenants avant de vous laisser la place pour des questions, pour avoir, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais fait une synthèse d'une énorme expérience, d'un énorme savoir-faire, de grandes compétences. Ça nous rassure sur le fait qu'on a des outils ici en France, dans nos entreprises, et que malgré les difficultés peut-être de parfois dialogue, partenariat public-privé, on arrive à faire des choses, à avancer. Et donc je les remercie grandement. Et d'ores et déjà, même avant les questions, je vous propose de les applaudir. Voilà. Donc on a une petite quinzaine, vingtaine de minutes pour les questions qui apparaissent ici, qu'on va découvrir. Est-ce que d'abord sur la partie, sur la première question déjà, est-ce qu'on considère que nos intérêts stratégiques sont bien défendus dans le domaine numérique? Hugues, si vous voulez dire un petit mot. Je ne peux pas répondre oui. Non, blague mise à part. Un des enjeux qu'on voit dans le monde cyber, c'est les supply chains. Donc c'est les entreprises de taille intermédiaire et petite. On est tous dépendants, toute l'industrie, toute l'économie est dépendante de chaînes de fournisseurs. Et si ces chaînes de fournisseurs sont pas bien défendues, ce qui est le cas, c'est une vulnérabilité pour le système. Chez Orange Cyberdéfense, on a fait un sondage il y a 6 mois. 21% des patrons de PME pensent que la menace cyber est sérieuse pour eux. 21. Okay. Ça vous donne une idée sur les 79 autres. Voilà, donc on a des failles, on a des vulnérabilités, et c'est pas être déprimant ou angoissant de dire ça. Il faut juste en avoir conscience. C'est le monde dans lequel on vit, et je pense que on a encore des progrès. Et c'est le business d'Orange Cyberdéfense d'ailleurs d'accompagner les clients, quelle que soit leur taille, pour qu'ils prennent conscience de la menace auquel ils sont confrontés. Dans le monde, en tout cas, je parle du monde civil principalement. Merci beaucoup. Pour la deuxième question, je pense que Régis pourra nous apporter un éclairage. Oui, je vais juste... Comment faire je la résume, comment faire de la France, vous la voyez, comment faire de la France une puissance menaçante dans le milieu cyber pour augmenter ses capacités de dissuasion? Juste avant de répondre à cette question, pour compléter, je pense qu'on peut toujours faire mieux, et Hugues vient de le prouver par le constat. Il y a quand même des actions qui ont été menées sur des secteurs d'importance vitale en France, avec la haute programmation militaire de 2013. Alors j'en parle parce que j'avais été impliqué, où dans chaque secteur d'activité d'importance vitale, opérateur télécom mais pas que, des règles ont été fixées. Alors on peut dire que c'est d'abord des règles, mais elles ont été fixées et les opérateurs concernés d'importance vitale ont été impliqués dans l'établissement de ces règles, pour justement avoir une approche un peu pragmatique de comment faire face à cette menace dans le milieu cyber qui touche la société en général. Sur la deuxième, il y a eu une puissance menaçante dans le milieu cyber.
Pareil pour ceux qui suivent un petit peu tous ces sujets-là, il y a différents documents qui ont été publiés sur les opérations qui pouvaient être menées. Donc là, on parle en France, par le ministère des Armées, à des fins offensives. Ça, c'est quelque part un début de... Alors, je ne vais pas parler de dissuasion, mais c'est montrer que la France se met en ordre de marche pour être capable d'agir dans le cyberespace et donc d'utiliser aussi cet environnement pour mener des actions à des fins militaires. Donc ça a été publié à une doctrine des opérations de lutte informatique offensive. Alors je crois que c'est Florence Parly qui avait annoncé que la France s'autorisait à mener des opérations dans le cyberespace. Et je crois que le document, enfin la publication de cette doctrine, c'est 2019. Donc vous voyez que ça commence à faire quelques années. Donc aujourd'hui, concrètement, il y a une organisation côté État, ministère des Armées en particulier, pour pouvoir quelque part mener des actions dans le cyberespace à des fins offensives, mais aussi pour réagir à tout ce qui peut être fait dans la couche informationnelle. Donc là, il y a des structures qui ont été mises en place pour détecter au plus tôt des attaques dans l'environnement informationnel et réagir aussi dans cet environnement, c'est-à-dire contrer le narratif que peuvent utiliser des adversaires. Merci beaucoup. Sur les autres questions, bon, ça, donc on peut peut-être les prendre dans l'ordre dans lequel je vois. Sur les leçons à tirer de l'éviction de la France en Afrique dans le contexte de la guerre hybride et l'influence, Orange a peut-être des actions là-bas sur ce continent. Orange est opérateur télécom au Maroc, en Tunisie, en Égypte, mais aussi au Mali. L'était au Niger, on est parti, au Burkina, en Centrafrique, en RDC, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Et donc... vu d'Orange, et c'est un point de vue privé, je pense qu'on a fait preuve, en tout cas, d'une grande naïveté. Sur ce qui se tramait, sur l'influence qui était en train de surgir pour contrer les intérêts nationaux. Pour l'instant, la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive toujours à s'appeler Orange en Afrique. Voilà. Je ne sais pas encore, pour être tout à fait franc, et c'est un point de vue personnel, pour combien de temps. Mais on arrive toujours à s'appeler Orange. Et la stratégie initiale qui date d'il y a 20 ans, qui était de dire on n'y va jamais tout seul, on y va toujours avec des partenaires locaux. Donc sur chacune des opérations, on est associé à des partenaires locaux, ce qui nous permet d'avoir un ancrage local, politique, économique dans le pays concerné. Je pense que si on était 100% Orange dans ces pays-là, on serait dehors. Merci beaucoup. Pour poursuivre la cyberattaque, bon, je pense que Régis va pouvoir nous éclairer là-dessus. Alors, ouais, comme je le disais, l'administration a clairement annoncé qu'elle se donnait, l'administration militaire, la possibilité de mener des actions dans le cyberespace. Alors ça veut dire quoi des actions dans le cyberespace, comme je le disais, c'est trouver des vulnérabilités, les exploiter ou exploiter des vulnérabilités qui sont connues. Et donc, de fait, par nos compétences en interne, au sein du groupe Thales, on a tout un pôle qui est plutôt sur la Bretagne, à Rennes, qui travaille à ces sujets-là. Justement, c'est un pôle dédié à la lutte informatique, d'une manière générale, et où on va regarder à la fois les actions qui peuvent être menées à but offensif, en lien avec la DGA, on a des sollicitations de la DGA, et quelles sont les mesures de détection, comme je le disais, des premiers signaux qui montrent qu'une attaque est en train de se passer. Donc tout ça, c'est des choses qui sont effectivement qui correspondent à des activités qu'on mène au sein du groupe. La question, je vois la question, alors je ne sais plus dans quel ordre elles apparaissent, désolé, mais j'ai le micro, donc je vais prendre le pouvoir sur le choix des questions. Et là, je pense que la question de la cyberdéfense, est-ce qu'on l'a confiée à une unité européenne, est intéressante parce qu'elle pose le problème de la coopération
parce que, mais peut-être que Hugues pourrait répondre là-dessus. Une unité européenne, en fait, il y a deux questions là-dessous, je pense, telle que je la comprends, c'est est-ce qu'on a les capacités en Europe, et si on les a, comment est-ce qu'on peut les mettre en commun et dans quel cadre? Et ça, c'est encore une autre question, c'est celle de la coopération. Mais sachant qu'il existe déjà des coopérations, bien sûr, dans ce domaine, au niveau étatique, et comme à l'OTAN, avec les centres d'excellence de l'Union européenne et les centres d'excellence de l'OTAN dans ce domaine-là. Je ne sais pas si ça attire une réponse d'Orange. Moi, je peux peut-être apporter un commentaire. Donc, dans le monde cyber, je vais peut-être choquer certains, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'alliés. Voilà. Tout le monde espionne tout le monde. Voilà. Donc, et c'est dans la presse. Le jour où on a découvert des choses un peu bizarres sur les routeurs de l'Elysée, ça venait des États-Unis. Qui écoute les portables des dirigeants européens, des dirigeants politiques européens? Est-ce que vous pensez que Airbus met ses données sensibles dans le cloud américain? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc, la notion de souveraineté, je pense qu'on n'en est pas. Enfin, dans la maturité européenne, on n'en est pas là. Voilà, moi, c'est mon point de vue. Et je pense qu'on est déjà à protéger chacune des nations. Est-ce qu'on a envie de partager tous nos secrets les plus intimes avec les Allemands? Je ne suis pas sûr. Donc, je pense qu'on n'en est pas là dans la maturité de ce sujet-là. Je pense qu'on est encore dans une dimension nationale et de course à la protection de nos données sensibles d'un point de vue national. Merci beaucoup. Alors, il y a une question qui peut paraître plus technique, mais c'est la question sur les principales menaces posées par le quantique. Mais on peut l'aborder sur un plan structurel aussi. Donc, est-ce qu'on peut rebondir là-dessus? Le quantique, la grande question, c'est quand est-ce que l'ordinateur quantique va arriver? Voilà. Est-ce que c'est 2030? Est-ce que c'est 2035? Est-ce que c'est une autre date? Personne ne le sait vraiment. Même certains doutent que ça arrive. Mais si ça arrivait, ça voudrait dire que toutes les clés de cryptage qu'on utilise aujourd'hui seraient cassées en quelques secondes ou quelques millièmes de secondes. Et donc, le principal phénomène qui est posé, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui en cybersécurité dès à présent, c'est que les gens volent des données cryptées. Non pas pour essayer de les décrypter, mais pour les stocker, les garder au chaud, pour pouvoir les décrypter le jour où on aura l'outil quantique. Et donc on voit des plans stratégiques d'une entreprise, des brevets de découverte très sensibles, des plans industriels à longue durée comme la construction d'un porte-avions par exemple, des données volées en 2025 auront une valeur en 2030. Voilà. Même si elles sont stockées, cryptées, pour être décryptées plus tard. Et donc c'est ça l'enjeu d'aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on protège ces données, parce que le cryptage seul n'est pas une garantie absolue de sa pérennité dans le temps. Merci beaucoup. Ça, c'est aussi un autre éléphant dans la pièce, je dirais, le quantique. Et la question, finalement, on peut la retourner de façon différente, mais on ne va pas avoir le temps. C'est quels avantages on se dote, nous, en France et en Europe, sur ce domaine. Et je pense qu'on a là aussi de bons atouts. Les campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux sont-elles une arme stratégique à part entière dans les conflits modernes? Oui, je vais répondre directement, oui, mais on est dans le champ de la bataille des perceptions, là. C'est-à-dire qu'on est dans le champ de l'influence, c'est aussi un champ du conflit, et il n'y a rien d'illégal là-dedans. Et là, on n'est plus dans des objets, on est vraiment dans cette bataille des perceptions. Absolument. Enfin, je pense que, là, je ne sais pas si l'un de vous, peut-être Régis veut dire un mot, mais très clairement, c'est une alors, le mot arme est peut-être difficile. On est dans la lutte d'influence qui a été érigée dans notre doctrine, par les revues stratégiques françaises comme un domaine à part entière, l'influence. Et donc, on ne s'interdit pas de l'utiliser. On sait que ça existe. Et donc, c'est au moins un outil, si ce n'est une arme, mais Régis. Et puis on va peut-être clôturer après pour vous laisser la place de vous mettre en position pour les tables rondes suivantes qui commencent à 10h45. Ouais. Juste pour compléter, je confirme, sans dire que c'est une arme stratégique, c'est utilisé. Les combattants sur le front Ukraine-Russie recevaient pour certains sur leur téléphone des infos, comme quoi il y avait soit la chaîne de commandement qui n'était pas apte, soit il y avait un problème sur
liées à la famille. Donc clairement, c'est utilisé. Derrière ça, là, on parle de stratégique. Moi, je pense qu'on est très focalisé sur les réseaux sociaux, mais on est toujours quelque part un peu en train de subir. C'est quoi le coup d'après ? C'est peut-être des systèmes de commande et de contrôle qui vont justement faire apparaître des informations qui sont erronées ou qui vont induire un comportement, une décision qui n'est pas celle qui aurait dû être prise. Et ça, c'est quelque chose, en tout cas dans les systèmes très liés aux militaires, qu'on doit prendre en compte. Parce que le but, c'est pas d'empêcher la numérisation des chaînes métiers. Hein. C'est bien de l'accompagner et d'appréhender ces menaces qui, un jour ou l'autre, seront très concrètes. Très bien, je pense qu'on va arrêter là en raison du temps. Je voulais vous remercier tous de vos nombreuses questions. On aurait pu débattre encore très très longtemps et pour la pertinence aussi de ces questions. Et donc je voudrais proposer d'applaudir les gouvernants. Merci beaucoup. Donc suite des rencontres stratégiques et qui commencent donc les tables rondes suivantes à 10h45. Merci encore, très bonne journée.